Patata Mama Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour en ce vendredi 9 juin 2023. Ici sur le plateau de RDC Horizon 2023, j'ai le plaisir de vous représenter nos analystes habituels, en commençant par le pasteur Bobo. Pasteur Bobo, bonjour en ce vendredi 9 juin. Bonjour Patrick Hugo. Comment va le micro du pasteur Bobo MPB TV? Ça va très bien, mais le pays, c'est chaud. On va en parler. Monsieur Jean-Cornelis Nandou Tata, comment allez-vous? Je vais très bien, monsieur Patrick Yogo. Kéoné Africa, à l'agence congolaise de presse, tous les organes fonctionnent bien? Rien à signaler, merci. Merci beaucoup. Baudouin Amba, Wechi, CongoIndépendant.com, bonjour. Bonjour Patrick Yogo. Comment se passent les activités? Nous avons connu 48 heures de relâche, comme on mettait dans les salles de cinéma à Kinshasa, quand il n'y a pas de film. On nous avait coupé la retransmission par notre hébergeur pour des raisons financières. Financières, pardon. Plaie d'argent n'est pas mortel. Ouais. Nous allons commencer en remerciant l'équipe technique qui se dévoue corps et âme pour que nous puissions retransmettre notre émission. En ce jour, nous parlerons de 3 points qui sont critiques selon nous. Le premier concernera l'affaire Salomon Kalonda. Le deuxième point, ce sera la reconduction des forces régionales de l'East African Community. Et comme à notre habitude, nous parlerons de certains points d'actualité, mais le troisième point portera sur la purge que le président de la République rwandaise a effectuée au sein de son armée, la Rwanda Defense Force. Je commencerai par Baudouin. Baudouin, quels sont les articles, les informations que vous voulez partager avec nous? Moi, c'est surtout le discours que le chef de l'État fait devant les hommes d'affaires et les membres du gouvernement sur l'amélioration du climat des affaires. Ben, ça devient comme une fatalité. Depuis le vieux de Palou, Gizenga Antoine, Mouzito, Matata, tous ils font des discours sur cette histoire de climat des affaires. Mais au fond, le problème, c'est quoi? Les hommes d'affaires reprochent à notre pays de les insécuriser. J'espère que ça se dit. Sinon, le néologisme ira bien, mais oui, le mot existe bel et bien. Ils sont insécurisés sur le plan judiciaire. Il y a des entreprises qui ont été condamnées à payer plus que leur capital dans une affaire de rupture abusive de contrat. Donc un Congolais saisit la justice, il s'arrange avec les juges, tout ça, et puis la société est condamnée. L'autre facette de ça, ce sont les taxes. Il y a plein de taxes. La douane, l'hygiène, comment on appelle ça, qui porte sur l'impôt, les impôts. Les impôts sur les... Et tant d'autres taxes. Donc, la TVA, toute la journée, les entrepreneurs voient défiler chez eux des fonctionnaires chargés de percevoir des taxes. Mais avec sans entrer dans un débat, mais avec la numérisation de la chaîne des recettes, etc., est-ce qu'on n'est pas en train de... Non, pour le moment, ce n'est pas encore... la révolution n'est pas encore là. Ouais. Donc les premiers ministres n'ont fait que de beaux discours. De beaux discours. Matata Pogno, il avait fait un très beau discours en 2012. Il avait cru que dès qu'il dit aux diplomates
Désormais, il y aura une amélioration de l'environnement des affaires et puis ça s'améliore. Comme par baguette magique. Et puis sans compter les tracasseries policières. Donc, on a créé le guichet 1, où... Le Guichet unique. Guichet unique, pardon. Tout candidat investisseur peut obtenir tous les documents pour opérer à ce guichet. Mais mais franchement, donc voilà, il y a un problème. Comment faire pour que tous ces fonctionnaires, au sens le plus large, qui, comment dire, découragent les investisseurs à rester chez nous? Déjà, notre pays est considéré comme un pays à haut risque pour les investissements. En plus, il y a tous ces gens qui défilent pour... c'est presque du racket. Merci Baudouin. Un autre point? Mais alors, Baudouin, un autre point? J'aurais peut-être effleuré seulement la décision de la MONUSCO de commencer son retrait progressif. À partir de quelle date? Ils n'ont pas donné de date. C'est Jean-Pierre Lacroix, qui est le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix. Il a été reçu par Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Il lui a dit qu'ils vont arrêter de commun accord un plan de retrait progressif. En sachant qu'ils avaient dit que ça serait oui. après les élections, si les élections ont lieu à la terre. Oui. Cornelis, avez-vous quelques points d'actualité à partager avec nous avant qu'on entre dans notre menu du jour? Merci beaucoup, Patrick Yogo. Écoutez, j'ai un seul point que je partage avec vous. Actualité oblige. C'est l'ouverture hier jeudi du bureau de liaison de l'Agence congolaise de presse. Ah, très très bien. Oui, ici à Bruxelles, il faut bien préciser qu'il s'agit d'un bureau de liaison à l'extérieur, qui est le premier bureau de liaison. Pourquoi bureau de liaison? Parce que il faut savoir que, ça c'est historique, l'Agence congolaise de presse est la première entreprise créée au Congo après l'indépendance. Post-indépendance, ah bon. L'indépendance le 30 juin et l'Agence congolaise de presse est créée par décret du Premier ministre Lumumba en août 1960, soit moins de 2 mois après l'indépendance. Et l'Agence congolaise de presse a ouvert son premier bureau à l'extérieur en 1969, à Bruxelles, et puis à Paris. Il y avait aussi une procédure qui était engagée pour ouvrir le bureau, un autre bureau à Washington et à Pékin. Mais évidemment, l'actualité a fait que ces deux bureaux ne soient jamais ouverts. Il faut aussi préciser que le bureau de liaison a été ouvert hier. Inauguration, grande pompe et tout ça? Inauguration, grande pompe, il y avait le chef de cabinet du ministre de tutelle, le ministre Mouyaya qui était là, qui a présidé d'ailleurs la cérémonie. Il y avait le DG de la RTNC qui était là, le président du conseil d'administration de la RTNC, ainsi de suite. Et donc, ça a été vraiment en grande pompe parce qu'il y a eu tous les cadres de la presse ici. Il y avait la Libre Belgique, mais il y avait le numéro 1 de l'agence Belga. Mais voilà, il y avait aussi de la presse française. Et au sein de ce bureau, vous allez fonctionner comment vous personnellement, puisque vous êtes de l'agence congolaise de presse? Oui, nous avons dit que c'est un bureau de liaison parce que le bureau de l'agence congolaise de presse à Bruxelles a été fermé en 1994 sur décision du Conseil des ministres. Donc il n'y a que juridiquement le gouvernement qui peut rouvrir ce bureau-là, le bureau à Bruxelles. C'est pour cela que ce qui a été ouvert hier est un bureau de liaison et non un bureau de représentation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des accords qui sont en train d'être négociés avec la RTNC, qui va d'ailleurs occuper le même bureau que l'agence congolaise de presse. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la RTNC va rapidement shifter de l'analogique au numérique, grâce aux derniers contrats qui ont été signés en Chine et dans quelque chose de pareil, dans un autre pays. Mais il faut dire que la RTNC
et l'Agence congolaise de presse, dans ces contrats qu'ils sont en train de négocier, vont travailler en synergie. Vous savez que l'Agence congolaise de presse, depuis un temps, s'est investie dans l'image, c'est-à-dire la vidéo et les photos. Et d'ailleurs, ils ont un premier client qui est France 24. Voilà. Très bien. Mais voilà, comme ça, nous savons que nous avons maintenant un bureau de liaison de l'Agence congolaise de presse ici à Bruxelles. Est-ce que ça serait trop demandé de connaître l'adresse de... Ah, mais ça serait très bien, comme ça on l'affichera aussi oui. à la fin de l'émission. Mais merci si vous l'avez en tête. Oui, je l'ai en tête parce que hier j'étais là pratiquement toute la journée, avec tous les journalistes, tous les autres amis. Le bureau de liaison de l'Agence congolaise de presse est situé boulevard industriel à Anderlecht, numéro 9, au premier niveau. Très bien, boulevard industriel numéro 9, dans la commune d'Anderlecht, ici à Bruxelles, Agence congolaise de presse, le bureau de liaison. Pasteur Bobo, un point d'actualité qui a retenu votre attention? Il y a un point qui a vraiment retenu mon attention, c'est beaucoup plus à Khartoum. On a bombardé Khartoum, il y a 10 étudiants congolais qui sont décédés. Ça m'a perturbé un peu. C'est dans quelles circonstances? Ils étaient des étudiants dans un bus? Vous êtes précisé? La guerre civile là-bas. Oui, bien sûr, mais comment ils étaient groupés tous en même endroit? On a bombardé la ville et puis quand on compte les morts, il y a 10 Congolais qui sont décédés où ils étaient. Il faut le Congo demande des enquêtes pour savoir exactement comment ils sont décédés. En pleine guerre civile, ça va être compliqué. Mais... Le Congo demande officiellement pour permettre aux familles de faire leur deuil. Et nous tous, on a quitté le pays. Moi, j'ai quitté le pays, j'avais presque 20 ans, moins de 20 ans. Ou 20 ans, moins de 20 ans. Je me mets à leur place, je me mets dans... je me fais membre de leur famille. C'est triste, hein, c'est beau. Et les pays africains où l'Afrique pouvait faire des choses. On voit l'Europe. En Europe, les Français ou les Européens ils ont évacué leurs ressortissants. Il y a même l'entraîneur congolais Florent Ibenge, qui est français. Il a été sauvé. Il y a un grand gradé, Boulaïm aussi a été sauvé, je crois, par Ibenge aussi. Même les autres, c'était triste. Mais l'Afrique, même au niveau de l'Afrique, on ne voit pas des pays envoyer des avions et évacuer les ressortissants. Donc, et la guerre continue. La guerre continue. Si on risque des comptes à des morts. Non, nous présentons évidemment nos condoléances aux familles éprouvées dans cette guerre civile au Soudan. Mais une fois de plus, il faut que l'État puisse être présent là où il faut, et peut-être même au niveau régional. Mais ça, c'est une autre histoire. L'affaire Salomon Kalonda, ce citoyen congolais, membre d'un parti politique, Ensemble pour la République, si je ne me trompe, qui est considéré comme étant le bras droit de M. Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, président de l'Ensemble pour la République. Et sûrement candidat. Homme d'affaires influent, d'aucuns disent qu'il est milliardaire, à tout le moins millionnaire, président d'une équipe de football, tout-puissant Mazembe, etc. Voilà un peu le décor. Mais qui est donc Salomon Kalonda? Celui qu'on considère presque comme étant le frère de Moïse Katumbi, puisque, comme chacun le sait, Moïse Katumbi avait perdu un de ses frères qui, je crois, se prénommait aussi Salomon. Je laisse la parole à Baudouin pour commencer cette question sur l'affaire Salomon Kalonda. Bon, si on devait répondre d'abord par la question qui est Salomon Kalonda. Voilà. Eh bien, Salomon Kalonda, contrairement aux apparences, il n'est pas katangais. Il est du Maniema, il est du Kindu. Et je crois même que c'est musulman. Salomon Kalonda, moi personnellement, je l'ai connu ici en Belgique au début des années 90. Peut-être que Cornelis peut se souvenir parce qu'il habitait sur la rue Skekin et des jeunes Congolais ont tenté de monter un restaurant là pour les grillades. Hein, donc comme les buffalo en France, oui.
Et le promoteur, c'était Salomon. Ouais. On avait deux amis communs. Ben, Salomon, c'était un gamin pour moi. Hein. Il est né en 74. Un ami à nous, un ami commun de sa génération, Jean-Jacques Lowe. Je ne sais pas si ça va. Oui. C'est lui qui me l'avait présenté. Et on s'est perdu de vue. Et puis un jour, en 2010, oui, j'étais à Matongué, quand j'habitais là-bas, coup de téléphone, vers 21h, ah, Kouroutou, c'est Salomon, je ne me rappelais pas. Oh, je voudrais vous voir, je suis conseiller du gouverneur à Katumbi. J'ai dit, écoutez, il est tard, moi je dors. Le jour où je le verrai, il dit, mais Salomon, c'était moi. Alors, on a renoué, à un moment donné, on était vraiment avec beaucoup de contacts. Je les ai aidés à organiser parfois quelques points de presse. Pasteur Bobo le sait. Donc c'était un jeune homme actif, oui, entrepreneur, oui, très sérieux, très correct. Oui, très sérieux, très correct, parce qu'il a brassé des millions hein, entre ses mains et il n'a jamais été pris en faute. Alors, pour revenir un peu, Moïse Katumbi est arrivé début mai à Kinshasa, et le 20, l'opposition est allée manifester. Tout le monde a remarqué que les gens, les gros bras, comme les Français les appellent, qui encadraient Katumbi, avaient des holsters, hein, la poche là pour glisser un revolver. C'est ça. Et beaucoup de gens étaient étonnés. Comment se fait-il que ces gens viennent à une manifestation et ils sont armés? Bon. Le 20, 10 jours après, Salomon et Katumbi vont à l'aéroport pour partir. Salomon est cueilli, comme les Quinois disent, batokié, pour le mettre dans une jeep. Je ne m'en réjouis pas. Mais c'était un coup de tonnerre. Sans déclarer quoi que ce soit. Mais oui, parce que lui, griefs, non, rien. Là, juste. C'est pas un homme politique. Il n'a jamais fait une déclaration politique pour qu'on dise ah, Fingaki président ou quoi. Non, il parle jamais. Alors, on l'a amené. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de se défaire de ses téléphones. Il semblerait que les inspecteurs judiciaires, les officiers de la police judiciaire, après l'auditorat général, ont fouillé dans son téléphone, ils ont trouvé des choses. Mais moi, je voudrais surtout mettre l'accent sur... Ne perdez pas votre fil oui. Dans la procédure. Est-ce que c'est comme ça qu'on justement, c'est ça. Je voudrais mettre l'accent là-dessus. Bon, jusqu'ici, personne ne nous dit s'ils étaient porteurs d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener. Hein, les gens qui l'ont arrêté. Apparemment, je ne dirais pas qu'il y avait un guet-apens, mais c'était préparé, organisé. On l'a arrêté, on l'a amené. La loi dit, toute personne qui est arrêtée, vous devez lui communiquer les faits qui sont mis à sa charge et le laisser entrer en contact avec sa famille et son avocat. Son conseil, oui. Il a fait 5 jours, alors que la durée de la détention préventive est de 48 heures. Il a fait 5 jours, il a été interrogé en l'absence d'un avocat, sans entrer en contact avec sa famille. Ça sonne mauvais. Et c'était dans quel geôle ou dans quel... C'est ex-Demiap, oui. Ex-Demiap, évidemment. Donc ce sont les renseignements militaires. Oui, oui, tout à fait. Et c'est ça le drame. L'ANER et les services de renseignement militaires, disons que les renseignements civils et militaires se considèrent au-dessus de la mêlée. Ou même au-dessus de la loi, peut-être. Oui, au-dessus de la loi. C'est ça que je voulais dire. Parce que vous vous posez la question, mais en vertu de quoi, regardez, M. Beya a été gardé 60 jours à l'ANER, au lieu de 48 heures. Parce que, justement, dans le cadre, justement, de la protection des droits de la défense, vous avez 48 heures pour assembler les preuves et identifier l'auteur et transmettre tout chez le ministère public.
Là, nous avons parlé de la procédure, des circonstances dans lesquelles M. Salomon Kalonda a été appréhendé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en ressort? Quels sont les griefs qui lui sont reprochés? Bon, il y a le conseil juridique de la DEMIAP. De la DEMIAP, un certain lieutenant-colonel Kangori Ngori, qui a donné au moins 3 griefs. Il a utilisé des militaires pour assurer sa protection sans l'autorisation. À qui la faute? À l'individu ou aux militaires d'avoir jusque-là, d'être soumis à l'autorité d'un civil? Normalement, selon la discipline, les militaires ne devaient pas accepter d'aller servir comme des mercenaires. Nous espérons que ces militaires sont aussi appréhendés. On parle d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et puis l'autre grief, on parle de contact avec M23, tout ça. Mais il y a un vrai problème sur le plan procédural. Merci, On dit qu'il voulait Pasteur Bobo, vous pouvez continuer là-dessus. On voulait renforcer les pouvoirs des factions pour mettre un Katangé à la tête du pays. Ça, c'était l'armée. Ça, c'est le même porte-parole qui dit ça? Oui, c'est eux qui disent ça. Mais si j'ajoutais qui est Salomon. Donc, ils ont déjà confirmé le grief qu'il y avait eu complot. Mais selon eux, dans son téléphone, ils ont trouvé. Apparemment, il était suivi. Ils ont selon eux, mais déjà, ma tête en compte de l'a démenti. Il lui dit que l'arme en question qu'on a pris qu'on a dit que c'est à Salomon, c'est l'arme de son garde du corps. Le numéro de l'arme, là, c'est l'arme du garde du corps de Mata Dapone, lui qui est Premier ministre. Ancien Premier ministre. Ancien Premier ministre. Il a droit à la sécurité. C'est son garde du corps qui a fait tomber l'arme. Je vous laisse finir alors sur qui est Salomon avant. Salomon, c'est, pour faire court, c'est l'homme qui chuchote à l'oreille de Katumbi. C'est comme ça qu'on le présente. Dans quelles circonstances ils se sont connus, si quelqu'un le sait parmi vous? Ça, je ne sais pas même. Non. Bon, je laisse alors Bassa Bobo finir et puis... On dit l'homme qui chuchote à l'oreille de Katumbi, c'est le 7e de Katumbi, chacun les... L'éminence grise, voilà. L'éminence grise, je ne sais pas, mais c'est vraiment où confident. L'homme qui tient la manette, l'homme qui tient les finances, c'est vraiment l'homme de confiance, le bras droit. Non, c'est Katumbi. Salomon, c'est Katumbi. Donc on vient d'arrêter... Il est plus que Olivier Kamitato et puis... Donc n'ayant plus arrêté Moïse Katumbi, on peut dire qu'on a arrêté Salomon Kalonda. Puisqu'on ne pouvait pas l'arrêter, lui, Moïse Katumbi, on a arrêté Salomon Kalonda. Il savait que s'il arrivait à arrêter Katumbi, c'était tourné général. Alors on a... Pour déstabiliser Katumbi, c'est plus facile d'arrêter Salomon. C'est suivre sa stratégie politique, c'est l'année électorale. Cornelis, on reviendra vers vous. Oh, oui. Des commentaires sur cette affaire. On a entendu au niveau procédural, on a eu le profil plus ou moins de Salomon Kalonda qui... On vient de perquisitionner la maison de Salomon et de Katumbi, à Kinshasa. Oui, en fait, le problème de Salomon, c'est qu'il faut savoir que c'est vraiment l'homme de main de Katumbi, comme disait Pasteur Bobo. Mais il faut savoir que son arrestation a provoqué un tollé. Pas seulement parce que, pas nécessairement parce qu'on l'arrête, mais c'est dans la manière. Donc son arrestation, c'est presque un film d'Hollywood. Donc il y a le jet privé de Katumbi qui est sur le tarmac. Katumbi entre, Kalonda est en train d'entrer et on voit une jeep surgir. On cueille Salomon Kalonda et puis tout ce qui s'ensuit. Alors, ce qui est interpellant, c'est qu'il va être gardé, c'est la sécurité militaire qui l'interpelle. Il va y être gardé. Je peux vous ajouter un peu, 2 minutes. L'armée déclare que, parce que l'armée s'est défendue aussi. Pour l'armée, je ne sais pas s'il y a des vidéos, il y a eu résistance. Quand ils sont venus interpeller, ils avaient un mandat, selon eux, ils avaient un mandat. Quand ils sont arrivés pour interpeller Salomon, ils ont trouvé la résistance et ils ont appliqué l'article 95 ou quoi. Quand vous résistez à l'autorité, on vous embarque. Ça, c'est l'armée. Alors, le problème qui est là, c'est que le problème de mandat ne se pose pas ici parce que, mandat ou pas mandat, ils sont venus l'embarquer.
Donc, et on n'a pas parlé de mandat. Donc, on est tous d'accord au niveau procédural. Oui, procédural, c'est zéro. oui. On ne dit pas qu'il ne faut pas l'interpeller, mais il y a une procédure, comme a dit Baudouin. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. C'est ainsi que. Moi, je crois que même si la sécurité militaire voudrait interpeller quelqu'un, il faut qu'elle puisse suivre la procédure. Ce n'est que de cette façon-là que la procédure va être acceptée d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire du pouvoir, de la société civile, ainsi de suite. C'est là où on a un état de droit, oui. où on respecte ce qui est codifié. Et effectivement. Donc en fait, et d'ailleurs, dans ces réactions-là, il y a même le cardinal qui dit qu'autour de Fachi, il y a des gens qui sont contre le président. Parce que il ne reste qui travaille contre le président. Qui travaille contre le président. Donc ça c'est le pour cardinal qui expliquer ce genre de manœuvre. Ce genre de manœuvre, c'est-à-dire ça commence un peu avant parce que l'opposition a voulu marcher le 20 et le même jour, entre guillemets, le pouvoir fait une contre-manifestation qui est autorisée. La manifestation des gens et ainsi de suite. Et on remarque que la contre-manifestation est encadrée par la police. Dans la contre-manifestation, il y a des gens en machette, encadrés par les policiers. Ce qui expliquerait qu'autour du chef de l'État, il y aurait des gens qui manœuvrent contre le Non, je voudrais terminer, vous allez prendre la parole. Oui. Je voudrais terminer, vous allez prendre la parole. Donc, en fait, dans la contre-manifestation, on voit des images de jeunes gens avec des machettes et encadrés par des policiers. On a même une image d'un policier avec une machette aussi. Alors, mais de l'autre côté, pardon, oui, de l'autre côté, il y a l'opposition qui marche, qui n'a pas suivi l'itinéraire. Évidemment, la police est en droit de recadrer, mais de taper sur les manifestants, ou il y a même un petit enfant qui a été pris à partie par les policiers. Non, je crois qu'il s'agit d'un petit enfant qui lançait des pierres sur les policiers. Oui, exact, qui a été pris à partie par les policiers. Sur les policiers, oui. Exact, oui, selon les policiers. Hein, parce que, non, il y a des images. Oui, il y a aussi... Bon, en fait, vous voyez dans cette histoire-là, il faut qu'il y ait la procédure. Je ne vais pas beaucoup discuter dessus parce qu'il y a des images qui montrent les policiers qui encadrent les contre-manifestants. Il y a des images qui disent que les opposants changent d'itinéraire et donc la police a raison de... Pour en revenir sur l'affaire Salomon Kalonda, oui, vous pensez qu'il y a vraiment comment dire, des faucons, on peut les appeler comme ça, qui sont autour du chef de l'État et qui propose ou qui encourage la force brutale pour asseoir son autorité, ou qu'est-ce que c'est? Il est possible qu'il y ait un excès de zèle dans tout ça, parce qu'il faut dire que quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, ou déjà avant qu'il arrive au pouvoir, avant d'ailleurs qu'il arrive au pouvoir, il fait des déclarations où il dit que dès qu'il est au pouvoir, il arrête tous les cachots des services de sécurité, ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, nous remarquons que tous ces gens qui sont arrêtés, et d'ailleurs, ça met de l'eau dans le moulin de ceux qui réagissent contre l'arrestation de Salomon Kalonda, c'est que avant lui, il y a eu Beya qui a été arrêté, et on a, dans l'arrestation de Beya, on parle du Rwanda. Après lui, après Beya, il y a eu Bisselele, qui est arrêté. Derrière cette arrestation-là, on parle de la connivence avec le Rwanda. De nouveau. Et aujourd'hui, il y a Kalonda qui est arrêté, connivence avec le Rwanda. C'est un peu comme si le Rwanda devenait l'exutoire de toutes ces arrestations qui sont opérées pour faire taire l'un ou l'autre. Bon, c'est un peu ce que je voulais dire. Bon, donc vous aviez quelque chose à... Oui. corriger ou deux petites choses à propos de Salomon. Première chose, c'est que les gens qui avaient des machettes, selon plusieurs spécialistes, il y a des images de gens de l'UDPS qui portaient des machettes en recherchant des Rwandais dans des voitures qui passaient. Ce samedi 20 mai. Non, il y a des images passées. Ah. On a inséré ça parmi les images de la manif donc les du images 20. sont bien authentiques, mais
Et ça n'avait rien à voir avec cette manif. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, je voudrais un peu insister sur la personnalité de Salomon. Dites-nous. Salomon, Katumbi, Félix Tshisekedi, je dirais qu'ils faisaient un trio. Ce sont des gens qui avaient, comment dire, des complices. Salomon, lui, c'était l'exécution sur le plan matériel. Mais je n'arrive pas à comprendre. D'abord, il a eu des difficultés pour obtenir son passeport. Son passeport congolais? Oui, son passeport congolais. Retour au pays, oui. Et beaucoup de gens répétaient, c'est au niveau de la présidence que ça bloque. Tiens donc. Oui, et puis, Ça a bloqué, oui, et puis plus tard, il a reçu son passeport. On dirait qu'il y avait déjà un problème à cette époque. Et puis Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, lors des consultations organisées par le président Félix Tshisekedi, il est venu le voir pour participer à l'Union sacrée. Il semble que Moïse Katumbi, il ne semble pas, ils ont dit officiellement, ils ont amené un cahier de charges. Pour savoir comment ils vont fonctionner. Voilà, ils ont donné, ça a été rejeté. Et ils ont commencé déjà à prendre leur distance. Vous savez, je peux dire ici une petite confidence que Moïse Katumbi m'avait faite. Quand Félix Tshisekedi est devenu chef de l'État en janvier 2019, 2 ou 3 mois après, j'ai vu Moïse Katumbi. Il m'a dit, mais je n'arrive pas à comprendre comment le chef de l'État ne parvient pas à couper les têtes dans les mandataires publics, tous ces consorts, ce sont toujours les gens de Kabila qui sont là. On sentait que c'était vraiment un ami qui parlait. On dirait qu'il n'avait plus le moyen de faire parvenir ses messages. Et puis voilà, Moïse Katumbi, on lui avait proposé même le poste de Premier ministre. Il avait refusé, avant qu'on fasse appel à Sama Lukonde. Donc il y a eu rupture. Alors je voudrais... Oui, voilà. Vous avez fini? Oui. Non, Journaliste, et puis on va passer au point suivant. Je voulais juste compléter Pasteur Bobo qui disait qu'aujourd'hui on a perquisitionné les domiciles de Salomon, Kalonda et de Katumbi. Ça c'était au quartier GB à Kinshasa et au quartier Ma Campagne de Binza. Mais il ne faut pas oublier. On a perquisitionné aussi chez la maman de Salomon à Lubumbashi. Exact, c'est là que j'allais chuter par là. J'ai appris que Moïse Katumbi est allé visiter, au moment qu'on peut questionner ici, Moïse Katumbi est allé visiter la maman de Salomon qui a 85 jours. Non, mais il faut. On va laisser Cornelis peut-être qu'il va eu perquisition à Lumbashi. Mettez-nous dans le contexte. Oui, il y a eu perquisition à Lumbashi sur l'avenue Lac-Moro, pour ceux qui connaissent le Lumbashi. Sur le quartier Golf. Le quartier Golf. Et là, ils ont rencontré des serviteurs de Salomon Kalonda qui étaient sur place. Ils les ont planqués par terre. Donc il y a eu une trentaine d'hommes armés, plus les OPJ qui sont venus de Kinshasa. Ils sont arrivés venus de Kinshasa. Venus de Kinshasa, les OPJ en question. Ils sont arrivés sur le domicile avenue Lac-Moro et il n'y avait que des serviteurs. Ils les ont plaqués au sol et évidemment comme il n'y avait pas de clé pour ouvrir le bureau et la chambre, ils ont carrément démonté les portes. Et ils ont amené le coffre-fort, des clés USB, des CD et un tas de papiers. Ah, ils sont également allés sur l'avenue Adoula. Lac-Moro, ce n'est pas le quartier Golf. Hein. Lac-Moro, c'est non loin de Parc Hôtel. Parc Hôtel, Hôtel de Ville de Lumbashi. Et quelques 2 rues ou 3 rues après, c'est Lac-Moro. Et c'est plutôt l'avenue Adoula qui est du côté Golf. Alors, à la résidence de Kalonda, au quartier Golf, là, il n'y avait personne, même pas de serviteurs. Ils ont carrément, ils ont ouvert les portails, ainsi de suite, avec tous les moyens qu'ils avaient. Ils sont arrivés, ils ont perquisitionné sans témoin. Et donc c'est... On peut le faire. Oui. Et donc tout ça qui contribue un peu à ce que
ceux qui soutiennent ou ceux qui sont contre la procédure parlent on dit qu'il avait un revolver. C'est-à-dire on cherche à noyer le Matata Pogno chien. dit non, il n'avait pas de... D'ailleurs, ce revolver-là, c'est la série, c'est le revolver de mon garde du corps, et ainsi de suite. Donc en fait, quand vous le faites dans les normes, même si vous êtes... Même si... il y a moyen de faire des choses dans les règles. L'état de droit, nous y arrivons un jour. Deuxième point de ce jour, la reconduction... Toujours la fin seulement, une minute alors, sinon on ne dépasse notre temps. Pour l'ensemble des Moïse Katumbi, Oui. ils ont fait une déclaration. Pour eux, c'est beaucoup plus... C'est l'arrivée de Katumbi à Kinshasa qui a motivé, qui fait paniquer le système, selon eux. Donc Moïse Katumbi débarque à Kinshasa avec leur marche. Donc, on lui a empêché d'aller au Bas-Congo, ils voulaient aller au Bandundu, on lui a refusé. Tout cela, on leur a collé l'affaire coup d'État. Nous suivrons. Oui. Il y a M. Dieudonné Bogengeteng, qui est le secrétaire général d'Ensemble, qui a tenu une conférence de presse le mardi. Il a dit que le dossier Salomon est vide. Jusqu'ici, nous ne savons pas de quoi on lui reproche. Là, Matata n'était pas encore sorti. Alors, Matata est sorti, et puis, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Il y a l'ancien conseiller spécial de Joseph Kabila, oui, qui se manifeste, Jean-Bouy Yongola. Ah, voilà, il y avait eu un compromis à l'africaine quand il y a eu élection. Nous avons contacté Fayulu, il nous a envoyé dans les roses en disant que si moi j'arrive au pouvoir, je vous mets en prison. Fayulu a déjà démenti ça. Il dit qu'il n'a jamais été contacté. Donc voilà un peu... Mais quel était l'intérêt de la sortie? C'est la grande question. Dire que, en quelque sorte, Kabila avait commandité le tripatouillage des résultats électoraux, après avoir tenté à tendre la main à Fayulu sans succès, il est allé chez Félix. Donc, est-ce qu'on veut remettre en cause la présidence, et pourquoi maintenant? Oui, surtout que le président de la CENI de l'époque, Corneille Nangaa, l'avait dit aussi, mais bon, c'est quand même la voie autorisée. Quand l'armée cite les Rwandais, on cite des généraux rwandais, même l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur là, on a cité des noms. Donc, on ne peut pas être en contact avec oui, mais le candidat Félix Tshisekedi n'a jamais été au Rwanda ni en Ouganda. Ça, c'est l'argument de l'ensemble. Mais d'un côté, Kagame est en guerre. Et Vincent Kabila, je crois qu'il était zaïrois pendant un certain temps. Donc c'était un on va parler du Rwanda après. Maintenant, Kagame est en guerre contre le pays. Je crois qu'il faut aussi qu'il y ait. On veut de vraies enquêtes. Ok, on va passer. Des vraies enquêtes. On y va, on y arrive. De vrais procès. De vrais procès. On y arrive. Exact. On va passer au deuxième point de ce soir, qui concerne la reconduction du mandat des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous vous en souviendrez, on nous avait dit, on a entendu dire que le chef de l'État congolais était très dubitatif sur la poursuite de ce mandat, trouvant que les forces de l'EAC étaient trop mollassonnes et qu'elles ne remplissaient pas leur mission, qui aurait dû être un mandat plus offensif, et que selon lui, il ne reconduirait pas donc ce fameux mandat. À notre grande surprise, et sans beaucoup trop de bruit, nous avons entendu que ces forces et leurs missions ont été reconduites jusqu'au 30 septembre, si je ne m'abuse. Pasteur Bobo, puisque vous étiez chaud tout à l'heure, je vous laisse continuer par rapport à ça, la reconduction des forces de l'EAC. Le chef de l'État dit une chose, il se passe son contraire. On ne va pas parler de ce qui s'est passé en Chine, on était parti négocier des contrats, mais on est revenu avec d'autres contrats, enfin, des intentions. Que se passe-t-il? Je ne sais pas si vous vont me contredire, mais moi je pense... Comment c'est vous qui... Moi je pense que c'est le Congo qui a décidé, pour moi, on a été pris de court.
la reine de Bujumbura, Félix Tshisekedi n'était pas là, Paul Kagame n'était pas là non plus, ni Museveni, je crois. Il y avait le président du Burundi, le président du Kenya. Ils ont directement, ils ont ou précipité les choses comme ils étaient sous pression du Congo. Le Congo voulait qu'ils partent. Ils ont anticipé, précipité pour eux, ils ont dit que tout ça va. Ils ont peut-être prolongé, Est-ce que je peux sentir un communiqué du Congo que le Congo a donné l'aval. Mais dites votre pensée, qu'est-ce que cela imprime dans votre esprit? Que voilà, ils ont forcé la chose et ils ont... Bon, ces gens ne veulent pas partir. Ils travaillent pour la balkanisation du pays, c'est clair. Et ces gens ne partiront pas. Mais comment expliquez-vous que le chef de l'État congolais dise qu'ils ne vont certainement pas reconduire, ils vont essayer de trouver d'autres solutions, et que finalement, on apprend que ces forces sont reconduites sur le territoire congolais dont il est le chef de l'État. Il peut aussi dire que jusqu'à ce jour. C'est pour ces camps. C'est pas ces camps, c'est pour... Non, mais le mandat ne va pas être reconduit, mais il vient d'être reconduit. Non, il n'a pas dit que ça ne va pas être reconduit, il doutait. Il doutait, c'était pas clair. Cornelis, votre avis, celui du pasteur Bobo est très clair. Ça peut être... Voilà, reconduction des Regional Forces of Eastern African Community. On a changé de chef d'état-major, etc., mais les troupes sont encore là et... Voilà. Oui, Patrick, il faut dire que ici, nous avons été unanimes pour reconnaître qu'il y a eu des problèmes dans la signature de l'accord. Le traité engageant la République démocratique du Congo comme membre de l'EAC ou vous parlez d'autre chose? Je suis plutôt en aval lorsque la RDC demande à l'EAC de lui envoyer des forces. Okay. Moi, je crois qu'il y a eu déjà vice de forme en ce moment-là. Et la RDC, nous les Congolais, nous avons été surpris. Surpris parce que les accords ont été signés unilatéralement, sûrement. Félix Tshisekedi, le président de la République, peut-être la présidence et l'EAC. Le Parlement n'a pas été consulté, les affaires étrangères, nous l'avons dit ici, hein, donc il y a eu vice de forme en amont. Et d'ailleurs, revenant de Washington, non, de New York, où il était à l'Assemblée générale, oui, on lui pose la question de savoir comment ça va se passer. Il nous dit, il rassure d'ailleurs tous les Congolais, il dit, vous allez voir, les forces kenyanes vont entrer par Bunagana, ils vont commencer à tirer sur le M23. Bon, on n'avait pas dit tirer, mais on a dit qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est ce qui va se passer. Mais bon, non, le M23 va voir. J'utilise ces termes. Hein. Bon, nous, on n'était pas très dupes de cette situation. Non, pas du tout. Voilà. Ici, dans ce forum ici, Horizon 2023, non. Oui, nous savions qu'il y aurait des problèmes. Alors maintenant, là, Pasteur Bobo dit que, d'ailleurs, Félix Tshisekedi n'a pas été là, c'était le sommet de Bujumbura, mais vous savez, ce ne sont pas des voyous, hein, ces gens qui étaient au sommet de Bujumbura pour dire, écoutez, qu'ils veuillent ou pas, on va prolonger le mandat. Non, la RDC était bien au courant du fait qu'on allait prolonger le mandat. Ça ne se fait pas comme chez les voyous, hein, ils savaient. Et d'ailleurs, la RDC était présente, hein, il y avait notre ministre de l'intégration régionale, Moussa Nyamwisi, qui était sur place. Et donc, il a pris part aux travaux, ainsi de suite. Donc, nous savions. Et Pasteur Bobo dit aussi que ces forces de l'EAC ne vont pas partir. Non, ils partiront. Ils partiront bien parce que, vous savez, il y a déjà l'acceptation de la SADC d'envoyer... Quand les Congo fait pression, maintenant ils ont précipité pour dire qu'ils vont cantonner les M23 à Rumangabo, et puis après ça sera là où ils vont aller. C'est là que les Congo ont cédé pour dire qu'on prolonge à septembre. Mais avant, ils cohabitaient ensemble. Les Congo reprochaient l'EAC, ils cohabitaient avec le... Exact, donc en fait... Avec les M23. Oui, non... Qu'est-ce qui a changé pour plus plonger
septembre, ils ont accepté de le mettre maintenant à Romandam. Oui, pasteur Bobo. Sur ce point-là, puisqu'effectivement, la question qui était soulevée par les forces de l'EAC et je crois par la communauté dite internationale était de savoir le cantonnement. Bien sûr, on va désarmer le M23, mais on va les mettre où? Mais vous savez, non, ça se trouve dans les accords de Luanda, le cantonnement du M23, donc ça, c'est pas un problème. Mais l'endroit précis où on allait les cantonner? Au Sabinho. Et puis après, il y a eu évolution quand même parce que l'EAC a aussi donné son point de vue sur le cantonnement. Et donc, Baudouin nous avait dit qu'ils allaient être cantonnés, quelque chose comme dans la province orientale, Kindu. Et donc, il y a eu évolution. Il y avait plus Sabinho, mais le cantonnement est quelque chose qui a été signé aux accords de Luanda. Mais il faut savoir, pasteur Bobo, que et je passerai la parole à Baudouin tout de suite. La présence de ces forces a posé problème dès le début. On a vu, et d'ailleurs le président Félix Tshisekedi est allé pratiquement blâmer le général qui s'en occupait. Et donc on savait que ces forces-là, tous ces pays-là, c'est des pays entre guillemets de peuples nilotiques. Et que ce n'est pas là, normalement, qu'on devait avoir des alliés pour les forces armées congolaises. Et quand vous savez, déclare que 2 gouvernements vont tomber, donc en fait, oui, ça c'est autre chose. Hein. Mais en fait, Cornelis, finissez et on va passer à Baudouin. Oui, Baudouin, vous avez la parole. Sur cette question de la reconduction des forces régionales. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'était vendredi, je crois, vendredi passé. Lutundu a fait une déclaration. Le ministre des Affaires étrangères congolais. Il a fait une déclaration, voilà, maintenant, les forces de l'IAC occupent le territoire qui était sous contrôle de M23. Maintenant qu'ils vont se dégager, ça sera sous la souveraineté de qui? Il faut que la communauté internationale nous aide pour récupérer ces territoires, c'est-à-dire Bunagana, Massissi, Rutshuru, etc., etc. Moi, j'ai trouvé une déclaration, je ne sais même pas si on peut parler d'amateurisme. Comment est-ce que le ministre des Affaires étrangères d'un pays puisse dire... D'un pays souverain en plus. Oui. Se dit souverain. Nous ne pouvons pas récupérer ce territoire, que la communauté internationale nous aide. C'est-à-dire, vous avouez que vous êtes impuissant. Ça, bon. Un autre commentaire? Non, et on va passer au dernier point. Parce que mais attention. Il y a 2 petits éléments que je voudrais ajouter. On ne peut pas dire que c'est l'IAC qui nous a imposé la reconduction. Non, pas du tout. Parce que nous sommes membres de l'organisation. Exact. Nous étions représentés, comme Cornelis a dit, par Moussa Nyamwisi, ministre de l'intégration régionale. Je crois qu'il travaillait là à de référendum. Il contactait Félix qui était à Luanda. Ouais. Mais on est minoritaire par rapport Non. à ces pays-là. Il ne faut pas le dire. Minoritaire dans quel sens? Non, il ne faut pas le dire parce que... Le gouvernement kenyan pour Kagame, pour ça, je ne le dis pas. les Kagame, Mais quand on a signé le traité, mais bon, on ne va pas revenir sur ce débat. Non, mais... Il faut penser avant d'agir. Vous savez tous qu'on fait des réunions, il y a des pré-réunions. Les gens peuvent faire des réunions en aparté. Quand vous arrivez, c'est la majorité. C'est la majorité, on peut influencer leur... Non, mais... on laisse Baudouin finir, parce que sinon on va entrer dans un autre débat. Non, je voulais juste... oui, je crois que j'ai... Je suis d'accord avec Cornelis qui a dit que l'endroit là, c'était pas l'endroit du Congo, c'est un truc des nilotiques. Oui. On va vous dribbler, Bon, ça, mais il faut... sur cette question. Oui, pasteur Bobo, il ne faut pas dire qu'on a été minoritaire à Bujumbura, parce que, comme dit Patrick... Non, pardon, je termine d'abord. Nous sommes membres de l'EAC, mais également... cette reconduction n'est pas contraire à ce que le président Félix Tshisekedi avait dit. Parce qu'il a dit, il pourrait. Il n'a pas dit que les forces de l'IAC, East African Community, vont partir en juin. Il a dit, il pourrait qu'ils partent en juin. Bon, on va voir un peu comment on va évaluer. Pardon, vous oubliez. On va voir un peu comment... Oui, ils étaient là pour combattre. Non, nous avons... Selon l'entendement du Congo,
Ils étaient là pour nous combattre. Pasteur Bobo. Le cadre là disait que non, nous on n'est pas venus. Je crois que... Nous avons mal signé nos accords. Je crois qu'il y a matière à discuter. Et d'ailleurs, Patrick, on reviendra là-dessus à notre moment. Baudouin venait de dire ici qu'il est étonné de la façon dont réagit le ministre des Affaires étrangères. Mais déjà, les accords que nous avons signés à Luanda ont été mal ficelés. Nous avons signé les accords de Luanda qui disent, et d'ailleurs, quand le M23 a accepté de se désengager, ils ont dit, nous allons laisser le terre aux forces de l'EAC, mais le jour où nous apprendrons que le FARDC arrive sur ce terrain, nous revenons. Vous voyez à peu près comment nous sommes. On va terminer sur cette question. Je vais quand même reprendre quelque chose que disait le pasteur Bobo sur la question de la... Nous sommes minoritaires ou majoritaires. Nous sommes isolés dans la mesure où tous les 6 autres membres de l'EAC sont d'accord pour dire que le mandat n'était pas offensif et nous sommes le seul membre à dire que le mandat était offensif. On ne sait pas qui a signé quel traité, mais voilà. On va passer au troisième point qui est plus ou moins lié à cette situation, qui concerne cette information que nous avons entendue tous, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, qu'importe la date, je crois que c'était hier, dans Le Monde, moi je l'ai lu dans Le Monde, le journal français. Ça a eu lieu avant-hier. Ouais. Que le président de la République rwandaise, M. Paul Kagame, a procédé à une purge dans les Rwandan Defense Forces, donc l'armée rwandaise. Des généraux ont été limogés et ce qui est très intéressant, d'après moi, c'est la cause ou la raison qui justifie cela, pour indiscipline. Un terme vague. C'est un peu ce qu'on appelait sous la Deuxième République manquement grave à la discipline du parti. Ça n'a pas beaucoup d'éléments puisque tout est très laconique, etc. Mais ce qui se passe au Rwanda a-t-il un lien avec ce qui se passe au Congo? Bon, il faut rappeler d'abord rapidement que l'armée rwandaise compte 33 000 hommes. C'est beaucoup. Sur une population de 11 ou 12 millions. Est-ce qu'ils atteignent vraiment? C'est dans les 7 millions, 8 millions. Oui. Donc 33 000 hommes dans un pays qui tire pratiquement l'essentiel de ses ressources de l'aide extérieure. Dès le mois de juillet 1994, suite aux problèmes de conscience que l'Occident a eu en laissant, soi-disant, les Interahamwe massacrer les Tutsis, les États-Unis ont été le premier pays en juillet 1994. Kagame a pris, le FPA a pris le pouvoir le 17 juillet 1994. Et fin 1994, les Américains étaient là pour former les forces spéciales, les troupes, tout ça. Donc ce sont des gens qui connaissent l'art de la guerre. Donc je confirme, ils sont bien à 13 millions en 2022. 13 892 234 âmes. Ok, c'est bien. Alors, il faut dire que quand la liste est sortie, je peux vous citer quelques noms parce que, au fond, tous les noms ne nous intéressent pas. Il y a un nom, le général Moubarak Muganga. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement un officier rwandais en train de parler en Kinyarwanda en disant « Écoutez, nous pouvons aller au Congo et maintenant avec Rwandair, nous prenons l'avion, nous arrivons, nous faisons nos affaires et nous rentrons. » Moi, je n'en ai pas souvenir. Oui, c'est une vidéo qui a beaucoup circulé, oui. Et un agent de service m'a dit qu'un jour, ce fameux général leur a dit, au cours d'une réunion de la service, le Rwanda doit rester debout pour que... Non, pardon, la RDC doit rester à genoux pour que le Rwanda soit debout. Donc c'est un homme qui a un franc-parler, indigne d'un militaire. Hein. Selon un ami rwandais, ancien diplomate de l'époque de Juvenal Habyarimana, il m'a dit,
beaucoup de gens qui ont été promus sont des gens qui ont traqué les Hutus au Congo. Après, Y compris le général Moubarak Muganga. Donc ce sont des gens qui connaissent le terrain. C'est-à-dire, au fond, Kagame croit que l'opération FDL, il peut peut-être rééditer. Ça, c'est votre point de vue. Oui, c'est ce que me dit cet ami rwandais. Il dit, Kagame est décidé à faire une nouvelle guerre au Congo. C'est-à-dire, l'homme croit que toutes les conditions sont réunies pour se promener. Oui, pour se promener jusqu'à Kinshasa. Il oublie qu'en 96-97, l'AFDL a bénéficié de l'adhésion populaire. C'était fondamental. Ils ont vu un fils du pays à la tête du mouvement, Laurent Désiré Kabila. Ils ont dit c'est une révolution congolaise. Or, ils vont découvrir, les Rwandais sont derrière. Donc, voilà un peu, j'espère vraiment que Kagame va commettre l'erreur de trop. Cornelis, ce reshuffle dans l'armée rwandaise, qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, vous savez... Paul Kagame dit que c'est quelque chose de tout à fait normal. Oui, on déplace juste des gens pour les remplacer par d'autres, même postes, pour que le travail se fasse professionnellement. Oui, mais vous savez que le premier point dont j'ai parlé, c'était l'ouverture du bureau de liaison de l'ACP à Bruxelles. C'est important parce que quand on dit que l'AFDEL a bénéficié de l'adhésion populaire en 96, je crois qu'il faut nuancer. Il faut nuancer parce que moi j'ai été à la première conférence de presse où on présentait l'AFDEL à Bruxelles. Et d'ailleurs c'est le cousin de Mzee, comment il s'appelle encore, Gaëtan Kakuji. J'étais à la première conférence de presse où on présentait l'AFDEL à Bruxelles. Et toute la salle était pratiquement hostile à cette histoire. Et d'ailleurs, je vous ai dit ici même, à cette tribune, que quand la guerre de l'AFDEL commence, il y a le ministre belge des Affaires étrangères, Éric Derek, qui va aux États-Unis, et à l'aéroport, on lui pose la question de savoir ce qu'il allait faire. Il dit, nous allons voir les Américains pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Il est parti, à son retour à l'aéroport, le même journaliste l'accueille, il lui pose la question de savoir, mais vous avez été aux États-Unis, qu'est-ce que vous vous êtes dit là-bas? Sa réponse, no comment. Les choses avaient changé. Et d'ailleurs... Et pour revenir à cette situation, c'est pour dire que quand Mobutu rentre à Kinshasa, il a fait l'adhésion des Congolais, même Tshisekedi, le père, est arrivé pour s'en prendre à cette invasion. Donc, l'histoire, pour revenir un peu à l'histoire de la purge au Rwanda, dans l'armée. Oui, il y a un petit détail que tu n'as pas mentionné. Oui. Mobutu est rentré à Kinshasa au mois de décembre 1996, très bien accueilli. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un événement qui fait que l'opinion a basculé. Voilà. Il faut le dire. Oui, exact. Alors, bon, il y a beaucoup de gens... Sinon, je peux le dire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Ça, c'est pour cela que j'ai commencé par l'histoire de l'agence congolaise de presse. C'est pour dire que la guerre est aussi médiatique de communication. Mais vous savez, même l'histoire des massacres de Lubumbashi, mais au moins, le 3/4 des Congolais savent que ces massacres-là a eu lieu. Il n'y a que nous qui lisons, qui savons que ce massacre-là n'a jamais eu lieu. Et voilà, c'est un peu la communication, c'est aussi un problème. Mais voilà. Mais je vous laisse finir et je passe la parole à Pasteur. Je voulais revenir à la purge de Kagame. Qu'est-ce qui motive cette purge? Évidemment. Selon vous, puisque nous ne sommes pas dans les cas des... Oui, le Rwanda, c'est un État souverain. Oui, exact. Certaines sources, comme celle de notre ami Baudouin, le Rwanda étant un État souverain, dit qu'il y a des connotations avec ce qui se passe au Rwanda et ainsi de suite. Bon, c'est un État souverain qui peut effectuer sa purge, mais c'est une purge importante quand même. Pour un État souverain, évidemment, il peut le faire comme il veut, mais... On en entend parler sur les journaux, dans les journaux et un peu il s'agit, donc en fait, Kagame a renvoyé 116 officiers, les gradés. Et il a résilié le contrat de service,
de 112 autres officiers supérieurs. Donc, et sans indemnité. Exact. Et donc c'est quand même assez interpellant. Autre chose, il va nommer un autre commandant qui est Alex Kagame. Nous avons recherché ici, évidemment, Alex Kagame, ce n'est pas le fils de Kagame, c'est un autre officier, un général. Il nomme Alex Kagame comme commandant des forces rwandaises cantonnées au Mozambique. Bon, moi quand je suis tombé sur l'information, je me dis, je crois qu'avec toute l'offensive congolaise en matière de diplomatie et que Kagame est en train de perdre pied, moi, dans mon analyse, je me suis dit sûrement que Kagame a peur d'un coup de force. Contre lui, par ses officiers militaires. Pour dire un coup contre la République démocratique. Non, moi je me suis dit, peut-être que cette histoire d'intervention rwandaise en RDC commence à jouer contre lui. Et que l'opinion commence un peu à se lever contre lui, il s'est dit... Son opinion nationale. Son opinion nationale. Mais il n'y a pas d'opinion là-bas. Pardon, je me suis dit... pardon, je vais terminer. Je me dis, son opinion nationale. Donc en fait, il y a par-ci, par-là, évidemment, des opposants qui parlent. Et nous avons même vu un pasteur qui a parlé, un militaire en exil. Et donc, je me suis dit qu'il veut un peu se barricader avec des officiers proches de lui. Attention, je voudrais terminer par là, l'opinion rwandaise existe. Il ne faut pas dire que l'opinion existe, sachant que les Hutus sont majoritaires, ne fût-ce que pour cela. Et même il y a des opposants, et donc c'est une opinion. Pasteur Bobo, on va finir avec vous, d'ailleurs, sur ce thème et sur la soirée d'aujourd'hui. Cornelis nous a parlé de... Il a détecté une tendance qui était récurrente. Excusez-moi. C'est pas mauvais comme analyse. L'affaire Biselele, connotation avec le Rwanda, connexion avec le Rwanda. L'affaire Salomon Kalonda, connexion avec le Rwanda. Il y avait... Mais je me permets quand même d'insister sur une chose. Tous ces gens que nous citons, connotation avec le Rwanda, n'ont jamais été jugés. Ce n'est que s'il y avait condamnation qu'on peut le confirmer. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'une tendance que Cornelis a observée. Et Baudouin vient de confirmer qu'ils n'ont même jamais été jugés, donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Il n'y a que l'accusation qui parle de ça. Et Pasteur Bobo, tout à l'heure, vous disiez, on vous sent très remonté contre le Rwanda, etc. Est-ce que vous pensez que le Rwanda, et Paul Kagame principalement, a un conflit soit personnel avec le président de la République démocratique du Congo, ou c'est un conflit vis-à-vis du Congo lui-même? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête selon vous? Après, le République du Congo, c'est très... Moi, j'ai beaucoup d'amis rwandais, je les salue partout où ils sont. On a étudié ensemble avec des Rwandais à l'université. Citez-nous un ami comme Rwandais que vous avez. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Moi, je n'en ai plus. Mais j'ai beaucoup d'amis Rwandais. Beaucoup d'amis. Moi, je ne les citerai pas, mais j'ai vraiment beaucoup d'amis rwandais. Moi, j'en avais, mais je n'en ai plus parce que je ne peux plus avoir un ami rwandais. Ça ne m'empêche que vous. Moi, j'ai des amis. Non, c'est pas le bon, moi, celui qui est contre mon pays, je ne peux pas être le pays. C'est pas le peuple. C'est l'erreur de la que de généraliser. C'est pas le peuple. Mais Pasteur Bobo, on va finir. Il y a trop de mensonges. Ah, exact. C'est pour cela. Quand vous lisez, on dit superficie du Rwanda. C'est plus ou moins de 26 000 km. Oui, c'est ça. Congo-Brazzaville, c'est dans les 340 000. Congo-Kinshasa, 2 345 000 km, plus quelques mètres. Et Brazzaville, on dit qu'ils ont plus ou moins 7 millions, ou 6 millions, je ne sais pas. Et Rwanda nous dit qu'ils sont 13 millions. Oui. Qui a compté? Ils ont fait un recensement. Non, ils ont fait un recensement. C'est un pays souverain. Il y a trop de mensonges. Donc, il y a trop de mensonges. Alors, évidemment, c'est 26 000 km. Quel est l'intérêt il y a 13 millions. Nous, c'est 2 345 000 km. On dit 100 000. Nous, on n'a jamais compté. Eux, ils ont compté. On nous dit. Non, ils ont compté. Mais si vous lisez partout Google ou partout, on dit que les Congois, on dit plus ou moins 5 millions. C'est des projections parce qu'il n'y a aucun recensement. Le dernier, c'est des projections, oui. C'est des mensonges. C'est pourquoi Kagame réclame des territoires. Mais si vous avez
Argumentez un peu plus, vous avez la parole, vous n'avez pas beaucoup parlé de cette question. Un petit pays comme le Bas-Congo. Une petite province. C'est très intéressant, vous parlez du Bas-Congo comme un pays. Ou bon, un peu comme le Bas-Congo. La 4e République est déjà arrivée. Non, quand je dis petit, parce que les rois, tous les rois d'appel antique dans le Bas-Congo. Exact. Oui, deux fois. Mais 13 millions d'habitants. C'est comme la ville de Kinshasa. Et le Congo a 100 millions, 2 millions, 300 millions. Baudouin, la ville de Kinshasa, superficie, vous qui avez... Presque 10 000 km², hein, 9 999, quelque chose comme ça. République rwandaise, 26 338 km². Deux fois le Kinshasa. Alors, oui, mais... l'argument là n'a été un L'argument, tiens, on a des villes, il y a le Lumbashi... Non, mais c'est pour dire, la superficie et la population, la densité en question, il n'y a pas de souci. Le Congo est vide. Le Congo n'est pas vide. Oui. 2 millions, tout ça, avec... Mais qu'est-ce que vous voulez nous faire sortir par rapport à cette histoire de... Par rapport à ça, il y a trop de mensonges, c'est pourquoi les rois... Nous, chez nous, on ne fait jamais des... On ne compte pas, on n'a jamais dit que la population est autant. À qui la faute? On estime. Il avait un pouvoir rwandais qui a déjà... Non, je crois que le chef de l'État congolais... Un Kabila qui a déjà pendant 18 ans. Ils ont fait exprès pour tout gommer. Maintenant, eux, ils viennent avec... 4 ans, on ne peut pas mettre en place un recensement. 13 millions. Bon, juste un commentaire, mais parce que Bobo a un retard de temps de parole, mais nous allons à la fin de toutes les façons. Vous vouliez faire un commentaire? Oui, je voulais faire un petit commentaire. Vous savez, il faut qu'on regarde un peu très loin pour comprendre. Kagame considère le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri comme une sorte d'espace vital pour le Rwanda. Depuis la guerre de la FDL, le Rwanda avait occupé ces régions, ils avaient mis des fonctionnaires rwandais, tout ça, ce qui fait que ils ont géré, quand il y a eu rupture avec Laurent Désiré Kabila en 1998, le Rwanda a continué à régenter les affaires de ces provinces, jusqu'en 2005 et même au-delà. Donc il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises, et le régime de Kabila, avec ses 18 ans de pouvoir, ne nous a pas aidés à congoliser. Mais oui. Tout ça n'est que l'héritage de ce qui s'est passé avant. Et pour Kagame, vous savez, je vais citer mon ami diplomate rwandais, l'ancien diplomate, il dit « Tant que Kagame sera au pouvoir, vous n'aurez pas de paix ». Et moi, je voulais un peu ajouter que... Un mot, il n'y a pas que le 18 ans de Kabila, parce qu'il y a aussi, depuis 2019, que Fathi est là, il n'a pratiquement rien fait de l'armée. Vous voyez, par exemple... Programmation militaire, école militaire... Exact. Vous voyez un peu... Des nouvelles tenues militaires. D'ailleurs, Ambama aidé quand il disait que, attention, le Rwanda est un pays souverain. Nous sommes aussi souverains. Et vous voyez un peu, dans notre armée, le président qui dit « Nous sommes infiltrés, il y a des étrangers ». Il n'a jamais fait le nettoyage de l'armée. Ça, c'est quand même il faudrait une purge dans notre armée aussi. Nous l'avons dit. Je suis plus ou moins d'accord avec Cornelis qui a dit que il faut faire une purge dans la FARDC. Il y a tentative de coup d'État du côté Rwanda. Quand Kagame le fait, c'est un langage codé. Il a des bonjours des officiers qui vont devenir des civils, sans indemnité, sans quoi. On reprend l'équipement Il militaire. y a eu tentative de coup d'État, c'est clair. Je crois qu'il y a un problème. Vous voulez renverser Kagame. Il y a une chose qu'on doit dire. Il y a une chose qu'on doit dire à travers ce que Pasteur Bobo et Cornelis ont dit. Kagame fait preuve de volontarisme dans la prise de décision dans son pays. Félix Tshisekedi, depuis qu'il est là, tout le monde a reconnu une certaine lenteur chez lui dans la prise de décision. Oui. Et c'est ça le drame que nous vivons. Ça sera le dernier mot. Ouais. Je tenais à remercier l'équipe technique qui prend de son temps si précieux pour nous accompagner dans nos émissions que nous vous offrons. Je remercie Baudouin de CongoIndépendant.com, Cornelis Nlandou-Sassa de Onesha Africa et Agence Congolaise de Presse qui a maintenant son bureau de liaison à boulevard d'Anderlecht numéro 9. Boulevard de l'Industrie Anderlecht numéro 9. Le pasteur Bobo de MPB TV, actualité compliquée, très très compliquée.
Et je n'ai qu'à vous souhaiter un excellent week-end là où vous êtes. C'est ça la fête des pères ici en Belgique ce week-end. Alors à ceux qui l'auraient oublié, c'est l'occasion de s'en souvenir. Faites chez vous et à nous revoir très bientôt.